Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Alors allons-y. Let's do it. I have good news for you. C'est l'heure de la Formule Express. J'adore ça. Ah bon? On fait pas chier. On essaye? Allez. Salut à tous et à toutes, c'est moi Mick qui vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode express de Retour à l'écran. L'actualité mondiale et le temps ne sont pas vraiment à la fête, alors j'avais très envie d'un rayon de soleil cinématographique. Et j'ai naturellement pensé à la comédie fantastique Didier, écrit, joué et réalisé par Alain Chabat, aujourd'hui considéré, à juste titre, comme le GOAT. Chabat y joue un rôle d'un chien devenu homme qui forme un duo hilarant avec l'immense et regretté Jean-Pierre Bacry. Un film que j'ai vu le jour de sa sortie en janvier 1997 dans la salle 1 du Rex à Grenoble avec toute une bande de copains et de copines de la fac d'histoire de l'art, notamment mon poteau Felipe. Coucou mon poteau, je te dédie cet épisode. J'ai tellement scotché sur ce film, qui ne manque pas de mordant, haha, que je l'ai vu une deuxième fois dans la même salle le 14 février, puis je l'ai acheté sur tous les supports VHS, DVD, Blu-ray, sans oublier la BO en CD. Et même si je le connais quasiment par cœur, il me fait encore rire à chaque fois. C'est un long métrage qui a du chien, qu'on cite pourtant moins souvent qu'Astérix Mission Cléopâtre ou encore La Cité de la Peur, mais qui je trouve reste fabuleux. D'ailleurs, il n'existe pas de véritable making-of sous la forme documentaire et j'espère que cet épisode réparera modestement cette erreur et qu'il embellira votre journée. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à montrer l'écran en commentaire. Mais c'est Didier! Il a pas l'air méchant. Non, il manquerait plus qu'il morde. Cheers! Mais ça me fait un tout petit peu mal au cul de me faire piquer ma gonzesse par mon chien. Ah, ça me dégoûte. Rien d'y penser, ça. Didier, on y va, on s'en va. Hein? Non. Va dans ton panier. Chier à sentir le cul sans arrêt. Jean-Pierre Costa est un agent de joueur de foot, un brin aigri et égoïste, et qui est en train de se séparer de sa petite amie Maria. Un jour, il accepte de garder Didier, le labrador de sa sœur. Mais le chien se transforme du jour au lendemain en homme, tout en gardant son comportement canin. D'abord agacé, puis dépassé, Jean-Pierre finit par voir en lui un atout inattendu, surtout sur le terrain de foot. Et contre toute attente, cette rencontre improbable va peut-être lui apprendre 2 ou 3 trucs sur la vie. Didier! Miam, Didier! Bon, il est où ce con de chien là maintenant? L'origine des idées est souvent mystérieuse. Alain Chabat lui-même ignore comment lui est venue celle de Didier. Durant la promotion du film, il dira même, avec humour, que dans une vie antérieure, il a été un chien, et que d'ailleurs, son signe astrologique chinois, c'est justement le chien. Et c'est vrai en plus. Et pourtant, en regardant son parcours de plus près, on réalise que tout y était déjà. Allez, flashback. Nous sommes en octobre 1967. Le nouveau film de Louis de Funès sort au cinéma. Il s'agit d'Oscar, réalisé par Édouard Molinaro. C'est ça, Oscar? Voyons, Bertrand, tu perds la mémoire. Oscar, c'est ton chauffeur. Tu attends un enfant de mon chauffeur? Et dans une des salles, Alain Chabat, alors âgé de 9 ans, découvre le film et ne s'arrête plus de rire. J'ai pas compris ce qui m'arrivait, quoi. Je suffoquais de rire quand j'étais petit en voyant ça. J'adore les acteurs physiques et le timing, enfin tout, quoi. C'est le début de son amour du cinéma populaire qui mélangera autant les films comiques, parodiques que des séries B fantastiques et horrifiques. Alain est né en Algérie, mais il grandit à Massy et c'est le cadet d'une fratrie de 3 garçons. Il est plutôt rêveur et il n'aime pas du tout l'école. Comme il est agité et parfois insolent, il se fait même virer du collège et du lycée plus d'une dizaine de fois. Un peu plus tard dans les années 70, Alain Chabat est un jeune touche-à-tout. Il se verrait bien chanteur de rock ou dessinateur de bande dessinée, car c'est un grand fan de Spirou et Fantasio, et du magazine Pilote, fondé entre autres par Goscinny et Uderzo, les papas d'Astérix. C'est ça que je voulais faire au début, ouais. Je dis je serai dessinateur de bande dessinée. C'était plus du dessin d'humour que de la BD en fait. Je pense que j'ai jamais réussi à dessiner un personnage plus de 4 cases, au bout d'un moment, à la fin il ressemblait plus à rien. Donc finalement le strip, genre 4 cases, ou le dessin d'humour, ça me plaisait plus. Donc après j'ai plus fait ça. Un seul dessin, une légende. Et le magazine jeunesse Anti-Rouille publie d'ailleurs une de ses planches à la fin des années 70. Mais c'est à la radio que sa carrière démarre réellement.
En 1980, Alain a 22 ans et il fait ses premiers pas sur Radio Andorre, puis il enchaîne comme pigiste sur l'émission L'Oreille en coin sur France Inter. En 1981, Alain s'essaye encore à la musique avec le compositeur Philippe Chani, qu'il connaît depuis le lycée et dont on reparlera bientôt. Ils forment alors le groupe Love International et sortent Dance on the Groove and Do the Funk, dont la pochette est due à Jean-Baptiste Mondino. Puis la même année, il devient animateur radio sur RMC durant 3 ans. Il y rencontre Pierre Lescure qu'il va suivre à Canal+, dès son lancement en 1984 en tant qu'animateur télé. C'est là qu'il se lie d'amitié avec Dominique Farrugia, qui est alors un assistant de production. J'ai rencontré Alain Chabat, comme ça, dans les couloirs, lui faisait la météo le matin. Il sait qu'ils ont compris vite qu'Alain Chabat et le matin, c'était pas du tout compatible. Donc 2 ou 3 fois, il n'est pas venu. Il faut le rencontrer pour le croire. Lui, le matin, c'est 2 entités totalement séparées. Ils partagent tous les deux un amour commun pour l'humour absurde, influencé par les Monty Python. Look, stop that! Chicken! Chicken! Look, I'll have your leg! Ou encore les films de Jim Abrahams et les frères Zucker, surnommés les Zaz, comme Y a-t-il un pilote dans l'avion? Joey, tu aimes les films sur les gladiateurs? Pendant ce temps, à Veracruz, Chantal Lobby et Bruno Carrette animent sur FR3 Méditerranée Bzz, une émission humoristique qui mêle sketch et fausse publicité. Le directeur des programmes de Canal+, Alain de Greff, débauche le duo et propose à Chabat, Farrugia, Lobby et Carrette de travailler ensemble. Et en 1987, leur premier projet commun voit le jour. C'est une série parodique d'exploration spatiale à la Star Trek et intitulée Objectif nul. La direction artistique est plutôt soignée et pour la musique, Alain fait logiquement appel à son ami Philippe Chani pour signer la musique de la série. Le compositeur devient d'ailleurs par la suite une figure incontournable des identités musicales de la chaîne. Alain a beau ne pas avoir de chiens, il les adore. J'ai toujours regardé les chiens, depuis que je suis tout petit, ça me fait marrer les chiens, quoi. Je sais pas, ils ont toujours en train de me demander ce qu'ils ont dans le crâne quand ils te regardent. Et il aime bien les imiter, ce qu'il fait d'ailleurs dans un des épisodes. Fais le chien. Ouf. Mieux. Ouf, ouf. Mieux encore. Objectif nul est une première réussite qui remporte même le 7 d'or de la meilleure émission d'humour. La suite est connue. Les nuls marquent les années 80 avec leur pastille humoristique sur Nulle part ailleurs. Moi, je me brosse régulièrement la bite avec Tony Glandil. Tony Glandil? Ouais. Et je peux te dire qu'avec ça, ma bite, c'est du béton. Il remporte un second 7 d'or avec TVN 595, puis lance ABC des nuls, interrompu brutalement par le décès de Bruno Carrette le 8 décembre 1989. Malgré cette épreuve, ils reviennent en 1990 avec Histoire de la télévision, avant de concrétiser enfin un Saturday Night Live à la française qu'Alain Chabat tente de proposer depuis plusieurs années. En direct du pavillon Gabriel, 9 avenue Gabriel, 75 008, Paris, et en public, les nuls, l'émission. Cette émission est diffusée en direct chaque semaine à partir du 13 octobre 1990. De nombreuses personnalités de la musique et du cinéma interviennent alors dans l'émission, notamment Jean-Pierre Bacri. Ici, je fais la pluie et le beau temps. À Canal+, on m'appelle Monsieur Canal+. Alors c'est pour vous dire que... Ce programme reçoit lui aussi un 7 d'or en 1991. Qu'il est con. Hein? La mouche qui pète. Aux côtés des nuls, il y a un certain Michel Hazanavicius qui écrit et réalise des sketchs. Oui, c'est bien le futur réalisateur de la classe américaine Le Grand Détournement et du futur film oscarisé The Artist. Et pour l'anecdote, c'est lui qui porte même le Bombers noir avec le titre Les nuls l'émission dans le générique. C'est lors de l'émission du 12 octobre 1991 que la parodie de la pub Royal Canin est diffusée. On y voit Alain Chabat imitant encore une fois un chien qui court dans un champ, mais habillé en rabbin. L'occasion pour lui de faire un clin d'œil à ses origines juives. Royal Rabbin. La période est exaltante, mais le rythme effréné d'écriture et de tournage épuise l'équipe. Après 56 retransmissions, ils choisissent d'arrêter l'émission le 28 mars 1992 au sommet de leur succès. D'ailleurs, les nuls s'éloignent progressivement de la télévision et concentrent désormais leur énergie sur le cinéma.
En 1992, Chabat et Farrugia signent une traduction française particulièrement réussie du film Wayne's World. Vive Bindoua! Arrête de crier, j'ai peur. Mais surtout, ils réfléchissent à un long métrage, La Cité de la Peur. Une parodie des films policiers et d'horreur, truffée de gags absurdes et des références encore une fois aux comédies des Zaz. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Le film est produit par Charles Gassot, un producteur à qui l'on doit les films d'Étienne Châtillaise, La vie est un long fleuve tranquille et Tati Daniel. Et le budget équivaut à 6 millions d'euros. Pour le réaliser, les nuls imposent Alain Berberian, dont c'est le premier film au cinéma, mais qui a réalisé une multitude de sketchs et de fausses pubs pour eux. Barrez-vous, con de mime! Une nouvelle fois, Jean-Pierre Bacry se joint aux nuls et joue un projectionniste. Ah, ça va couper, chérie. La Cité de la Peur a une très belle facture. Les cadrages et la lumière du chef opérateur Laurent Dayan sont particulièrement soignés. Et encore une fois, le fidèle musicien Paul Chany compose la musique du film. Et c'est ainsi que le 9 mars 1994, La Cité de la Peur sort sur les écrans. Avec plus de 2 millions d'entrées, le film, à l'esprit canal, est un gros succès. On retrouve bien sûr le goût d'Alain Chabat pour pousser la chansonnette avec une reprise d'une chanson entendue dans un film de 1933 avec Ginger Rogers et Fred Astaire. Youpi, dansons la carioca, c'est bien, faites tous comme moi. Dès 1990, on peut voir Alain Chabat acteur dans plusieurs films. C'est surtout son rôle dans Gazon maudit de Josiane Balasco en 1995 qui retient l'attention. Alain Chabat interprète le mari de Victoria Abril, jaloux de l'attirance de sa femme pour une autre femme jouée par Balasco elle-même. Là, tu vas vraiment l'avoir, mon poing dans la gueule. Eh ben vas-y, je t'attends. Le film est un joli succès au box-office et Alain Chabat décroche ainsi sa première nomination de meilleur acteur au César. Et on le retrouve ensuite dans le premier film de son ami Dominique Farrugia et coécrit par Michel Hazanavicius. Alain Chabat, vous jouez dans Delphine 1, Yvan 0, le film de Dominique Farrugia. Ouais, le film de Dominique Farrugia, je suis dedans. Tu la mettrais où, toi, la commode? Dans ton cul. Alors, j'ai pas vu le film, donc je sais pas, et j'ai surtout pas vu le chèque. Donc, c'est quand ils veulent pour le chèque, pas que j'ai besoin, mais je suis quand même un peu chèque. Grand fan de foot devant l'éternel, Farrugia livre une comédie romantique avec Julie Gaillet et Serge Hazanavicius, le frère de Michel, et qui est commentée par les célèbres Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Tout à fait, Thierry. Enfin, Alain Chabat a également le plaisir de tourner dans Beaumarchais l'Insolent, signé par le réalisateur d'Oscar avec De Funès, Édouard Molinaro, dont c'est le dernier film. La boucle est bouclée. Et sur les plateaux, Alain Chabat regarde attentivement comment les différents réalisateurs et réalisatrices travaillent, tant du point de vue artistique que technique. Car l'envie de s'essayer à la mise en scène le titille de plus en plus. Il réalise d'ailleurs plusieurs pubs très remarquées pour Orangina entre 1994 et 1996. Hé, c'est quoi le texte? Des pubs à la direction artistique cartoonesque très marquée, et surtout truffé d'effets visuels numériques très pointus. Même joueur joue encore. Il faut bien se coucher. Sinon la pulpe, elle reste en bas. Alain s'intéresse énormément aux techniques du cinéma. Et sur le tournage de ses pubs, entre deux prises, il pose plein de questions aux techniciens. Notamment au chef opérateur Laurent Dayan, avec qui Chabat retravaille une nouvelle fois après La Cité de la Peur. Depuis quelques années, Alain tente de développer un projet de court-métrage humoristique dont l'idée de base est celle d'un chien qui se transforme en un homme tout en conservant son comportement et ses instincts canins. Un personnage qui agit comme un chien, qui aime jouer à la baballe, mais qui évolue dans un monde humain, ce qui donne lieu à quelques scènes d'humour. Le scénario de ce court-métrage se termine sur une fin mignonne et comporte déjà une réplique qui deviendra célèbre à la sortie du long-métrage. On ne sent pas le cul. Bon, on ne sent pas le cul des filles, voilà. Sauf si c'est elle qui demande. Si c'est elle qui demande, tu vois avec elle. Alain Chabat en parle régulièrement à Dominique Farrugia, pas de sentir le cul, du court-métrage. Et Dominique l'encourage à développer ce concept pour en faire un vrai film. Mais Alain hésite, il aimerait bien se rassurer et faire ses gammes en court-métrage d'abord. Et puis, il se dit qu'il ne peut pas tenir 1h30 sur une histoire de chien qui devient un homme. Un sketch, on peut cogner en 30 secondes et puis obtenir un rire, idéalement. Et
Ouais, sur 90 minutes, faut tenir l'intérêt, quoi. Qu'on s'intéresse aux personnages, qu'on les aime, qu'on soit, voilà, comme. Il y a une histoire, donc il y a des personnages, il y a des arcs à respecter, ou en tout cas à faire évoluer. Il y a des mouvements dans un film entier il y a 90 minutes à tenir, ou à peu près. Mais Dominique lui suggère alors de mettre dans son film un agent de joueur de football. C'est une personne chargée de trouver des clubs pour des joueurs. C'est un milieu intéressant que personne n'a encore montré au cinéma. De son propre aveu, Chabat ne s'intéresse pas du tout au foot. Mais cette idée lui permet de créer des situations comiques et originales et surtout de nourrir l'intrigue. Au fil de l'écriture, le court devient un moyen métrage, puis un long métrage, et donc Alain finit par se lancer. Durant l'écriture, en 1995, Chabat souhaite s'éloigner du style parodique des As et du film à la manière des nuls au profit d'une véritable comédie de situation. Il s'inspire plutôt de films comme SOS Fantôme, Un jour sans fin ou encore Big de Penny Marshall, des comédies fantastiques pour enfants, un genre peu exploité en France à l'époque. Malgré son point de départ imaginaire, le scénario est ancré dans la réalité pour justement rendre le fantastique plus crédible. Une fois que le spectateur accepte l'idée qu'un chien se transforme en homme, le reste doit être cohérent et rationnel. Les situations tordantes naissent de cette logique des réactions des personnages autour de Didier. Pour ne pas alourdir l'intrigue, l'aspect fantastique n'a pas d'explication rationnelle. Didier se transforme en homme par une lumière bleue venant du ciel, tout simplement. Alain Chabat se sert à la fois des règles du conte de fées, mais aussi des codes du buddy movie où deux personnages que tout oppose apprennent à se connaître et s'apprécier. Cela devient un récit initiatique où Jean-Pierre évolue au contact de Didier, un peu à la manière du personnage de Scrooge de Dickens. Car au début du film, Jean-Pierre Costa est un type égoïste. Il se sert des gens pour arriver à ses fins et il traite avec la même désinvolture Maria, son ex-petite amie. Didier, avec son caractère canin, sa gentillesse et sa simplicité, apporte une bouffée d'air frais dans la vie compliquée de Jean-Pierre. Cette rencontre, et les situations cocasses qui en découlent, le forcent à reconsidérer ses priorités et l'amener à s'ouvrir aux autres, notamment à Maria. Enfin, Alain Chabat en profite pour glisser une sous-thématique légère, mais bien réelle, autour du droit à la différence. Didier, en tant que chien-homme, représente une différence que Jean-Pierre doit apprendre à accepter. Le scénario est parfois lézardé de dialogues qui pointent l'homophobie et le racisme ordinaire. Bacco. Il va faire quoi, Bacco, lui, dans 8 jours à Paris? Vendre des fagnons à la mi-temps? Ouais, et même les fagnons, ce qu'on nègre, il serait foutu de les perdre. On n'est pas obligé de dire con de nègre, tout ça. Non, mais attends, on rigole. Hein. Ah, pardon, j'avais pas compris, super drôle. Sans oublier une mise en boîte des skinheads qui renvoie du propre aveu de Chabat directement aux fameux pirates des albums d'Astérix. Et la 3. Ouais. Non, la 3, ça c'est la 7. C'est la meilleure de l'album. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Alain Chabat est totalement novice en matière de football. Il avoue même croire que le journal L'Équipe ne sort qu'une fois par semaine. Il se documente alors sur l'univers du foot et ses règles. Il se met à suivre des matchs et observe des potes en train de regarder des retransmissions. Lors d'un échange, Pierre Lescure lui explique qu'il ne peut pas comprendre ce que l'on ressent lorsqu'on voit du foot au Parc des Princes sans y aller. Alain Chabat assiste donc à un match un soir et effectivement, il est saisi par l'ambiance du stade. Et il hallucine en voyant ce que les joueurs parviennent à faire avec leurs deux pieds. Ils sont venus, ils sont tous là. Toutes ces expériences permettent à Alain d'enrichir le scénario. Mais même s'il se documente sérieusement, il s'amuse aussi avec le milieu du football. Les personnages et les situations sont souvent caricaturaux et les scènes de match décalées. Le scénario se termine avec la rencontre au Parc des Princes et atteindra son paroxysme quand Didier, le chien, marque un but avec sa truffe. Non, on ne commande pas. Ça va, tu t'es gavé, tu vas gâter là. Il n'y a pas de... Une vraie poubelle ce chien là. Il aurait été logique qu'Alain Chabat fasse appel à Charles Gassot, le producteur de La Cité de la Peur. Mais apparemment, Gassot et Chabat se sont quittés un peu fraîchement après la sortie du film. Sans chercher à rompre totalement les liens, Chabat estime qu'il faut mettre au moins un film d'écart entre eux, d'autant plus qu'il trouve que le producteur n'a pas été assez pointilleux sur le scénario de La Cité de la Peur. Ça sent le chien mouillé ou c'est moi?
En revanche, Alain a envie de travailler avec Claude Berry, réalisateur entre autres de Ciao Pantin, Jean de Florette, Manon des Sources, dont Max et Thibault vous ont déjà parlé lors de leur Formule Express de Retour à l'écran. Et il a justement la réputation d'être très regardant sur les scénarios. Claude Berry est emballé par le projet de Didier, mais sans surprise, il est exigeant, et en particulier sur la cohérence et la structure de l'histoire. Là où Chabat a tendance à arrêter la situation humoristique une fois qu'elle est comprise, Claude lui conseille souvent de rajouter une petite couche. Didier, t'es plus un chien. Tu le vois bien que t'es plus à quatre pattes, que tu peux plus te lécher les couilles et tout ça, tu le vois bien. Mais oui, mais... Sans forcément suivre toutes les indications de Claude Berry, Alain Chabat l'écoute attentivement afin d'améliorer le scénario. Il continue d'ailleurs d'échanger avec Dominique Farrugia et Chantal Lobby, ainsi qu'avec d'autres proches pour recueillir leurs avis. Au final, Alain considère que 80% du film vient de lui et 20% de ses proches. Il pique d'ailleurs des idées partout où il le peut. Par exemple, Alain a un ami à Canal+, Alex Berger, directeur délégué et conseiller spécial de Pierre Lescure. Et celui-ci a un chien qui s'appelle Toots, mais Alex l'appelle tout le temps Didier. Ça fait marrer Alain Chabat et c'est comme ça qu'il trouve le nom de son personnage et le titre du film. Appeler un chien Didier, c'est spécial. Je vois pas ce que ça a de spécial. Jean-Pierre, ça a de spécial que ça a de spécial. Me fais pas le mec qui trouve tout normal. Je vois pas pourquoi Didier, ce serait plus spécial que Médor. À un moment, le personnage de Jean-Pierre doit faire passer Didier pour un joueur de foot étranger. Il faut un pays peu connu pour rendre cette intrigue crédible. Et pour cela, Chabat s'inspire de ses amis de Canal+, Serge et Michel Hazanavicius, qui ont des origines lituaniennes. Kamel a choisi son nouveau gardien, c'est ce DJ Hazanavicius qui est désigné. Il semblerait. En tout cas, la prononciation exacte de ce nom, je vous le rappelle, étant Kanaba Nistuk. C'est quoi comme origine, ça? C'est un labrador. Alain écrit le rôle de Jean-Pierre Costa en pensant à Jean-Pierre Bacry. Il est connu pour ses rôles de personnages bourrus et attachants et qu'on peut admirer dans L'été en pente douce, Subway, Mes meilleurs copains ou encore Un air de famille. Un comédien que j'adore, c'est quelqu'un que j'adore aussi humainement. Je trouve ça au-delà d'être un super bon comédien, c'est un mec adorable. Il sait également que c'est quelqu'un d'exigeant et qui sera aussi pointilleux sur le scénario car c'est un fin scénariste qui a coécrit avec Agnès Jaoui pas moins de 4 scénarios césarisés. Quelque temps après lui avoir dit qu'il écrivait quelque chose en pensant à lui, Alain fait enfin parvenir le scénario à Jean-Pierre. Et Chabat croise les doigts car il ne voit personne d'autre dans le rôle. Mais le comédien est complètement séduit par le scénario de Didier dont il saisit toutes les nuances et ne tarit pas d'éloges à ce sujet. On m'en a proposé des comédies que j'ai toujours refusé. Et je crois que j'ai rarement lu un truc aussi bien. C'est la charmante et polyvalente Isabelle Gélinas qu'on a pu voir dans de nombreux films et pièces de théâtre qui interprète Maria, l'ex-petite amie de Jean-Pierre. Des années plus tard, cette comédienne sera Madame Boulet dans la série Fais pas ci, fais pas ça. Et ta blondasse, ça va? Ma blondasse? La blondasse avec laquelle je t'ai vu lundi. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie à part nichon? Le reste du casting est complété par Lionel Abelanski, qu'on remarquera plus tard dans La Beuse, Safari ou encore Sagan, et dont Chabat a apprécié le jeu dans Delphine 1, Yvan 0. Lionel Abelanski interprète le sympathique Charlie Abitbol, l'assistant et ami de Jean-Pierre. Dis donc, t'es quand même un peu gonflé de lui parler comme ça. Quoi? Tu lui parles comme à un chien. T'as du pot qui soit sympa, hein. Moi à sa place, je t'aurais foutu ma main dans la gueule. Même au chien, on en parle mieux. C'est un chien. Ouais. T'es dégueulasse. À leur côté, Jean-Marie Frein, un solide comédien de théâtre, incarne Richard Guerra, l'inquiétant président du club de football digne d'un parrain de la mafia. Notons également la présence du toujours impeccable Zinedine Soualem, qu'on retrouve dans de nombreux films de Cédric Clapiche et qui joue ici le rôle de l'entraîneur de l'équipe de football. Pour le rôle d'Annabelle, la sœur de Jean-Pierre à qui elle confie son chien Didier, Alain Chabat retient Caroline Cellier. La comédienne a été césarisée pour son interprétation dans L'année des Méduses en 1984, aux côtés de Bernard Giraudot et Valérie Caprisky. Et puis, Alain Chabat s'amuse et complète le reste du casting avec des petits rôles pour ses potes, et on y retrouve pêle-mêle Josiane Balasco dans le rôle d'une podologue hypnotiseuse, Chantal Lobby et Dominique Farrugia évidemment. Enfin, en figuration, Alain Chabat placera plusieurs membres de sa famille. On peut apercevoir ses 2 filles, Lucie et Louise, qui dansent pendant un spectacle d'enfants. Son fils Max, lui, apparaît dans un plan dans une rue, et on voit son père, Maurice Chabat, dans une séquence dans un restaurant.
En revanche, il ne veut pas de star du foot, ni personne dans son propre rôle. Alain Chabat aimerait bien confier le rôle de Didier à un autre comédien car il pense déjà bien avoir affaire avec la réalisation du film. Mais Jean-Pierre Bacri et surtout Claude Berry insistent tellement pour qu'il l'interprète lui-même qu'il finit par céder. Et il faut maintenant trouver le chien qui interprétera Didier au début et à la fin. Alain n'a pas d'idée sur la race, même si son air jovial et ses cheveux frisés feraient plutôt penser à un caniche. J'avais pas envie de tourner avec un caniche. Mais normalement, il y avait une phrase dans le film que j'ai enlevé qui était justement Bacri qui disait « Mais comment ça se fait que t'es sorti frisé comme ça ?» Puis bon, je me suis dit... On s'est demandé, je me suis dit « Est-ce que je me teins en blond ?» Puis d'un seul coup, c'est grotesque, quoi. Tu vois, je me suis vu on a essayé avec une perruque, et je me suis dit « Mais attends, on va voir que ça, quoi. » Donc je me suis dit « Bon, je ferai le chien, ça passera ailleurs que dans la coiffure ou dans le... » Mais c'est vrai, normalement, j'aurais dû sortir caniche. Il souhaiterait simplement un chien imposant. Ce choix s'explique en particulier par la scène où Jean-Pierre découvre le chien, sous sa forme humaine, endormi dans un grand panier. Il contacte alors plusieurs dresseurs et sympathise particulièrement avec Patrick Pitavino, qui possède un centre de dressage à Épinay-sur-Seine et un cheptel de chiens destiné au cinéma. Alain Chabat est anxieux. Il n'a encore jamais travaillé avec des animaux et certaines scènes du film demandent des actions précises en vue de certains gags, comme celle où le chien se fait traîner au sol à l'aéroport attaché à une laisse au début du film. De son côté, Patrick Pitavino hésite sur certaines demandes, mais une chose est sûre, les deux hommes s'entendent bien. Patrick lui présente alors 5 ou 6 chiens avec de l'expérience au cinéma. Mais Alain cherche un chien qui marque les esprits, une bouille, des mimiques. Bref, il cherche un coup de cœur. Et à cet instant, le dresseur repense à un chien en particulier. Un jour, un habitué du centre de dressage lui parle d'Elliot, un jeune labrador de 6 mois appartenant à un joueur du PSG. Le joueur en question, c'est le Brésilien Ricardo, qui quitte le club car il vient de signer au Portugal. Et donc, il cherche à se séparer du chien. Pas forcément intéressé, Patrick accepte quand même de voir le chiot, un beau labrador sable. Et lorsqu'il rencontre, il perçoit immédiatement quelque chose d'unique. Il a un truc, une allure, une présence. Le genre de chien qui, au milieu de 10 autres, attire tous les regards. Patrick décide alors de dresser Elliot en vue du cinéma, puis le confie à des amis qui cherchaient justement un labrador. Patrick repense alors à Elliot et le présente à Alain Chabat. Même s'il n'a joué dans aucun film auparavant, Elliot a une gueule et un regard vif. Le réalisateur est immédiatement conquis. L'ancien chien d'un joueur du PSG devient la star d'un film qui parle du PSG. Un clin d'œil du destin. La seule explication, c'est comme les trucs bouddhistes. C'est une réincarnation, mais en super accéléré. Ou les univers parallèles, j'en sais rien. Alain Chabat se prépare minutieusement avec un découpage complet et un storyboard détaillé, dessiné grossièrement par ses soins. Je trouve que tout le monde comprend très bien en un crowbar l'énergie du plan. En se disant, il faudrait que ce soit, voilà, c'est ça qu'on veut, là. Enfin, moi, je voudrais ça, je voudrais qu'on ressente telle émotion, et c'est plutôt ce genre de truc, quoi. Pendant la préparation et les repérages du film, l'assistant réalisateur Robert Kéchichian, déjà à l'œuvre sur La Cité de la Peur, aide également Alain à affiner la gestion des règles du foot pour les besoins du scénario. Nous sommes en mai 1996. C'est le coup d'envoi du tournage qui se déroulera sur 14 semaines jusqu'au milieu de l'été. Alain Chabat est épaulé par le toujours fidèle chef opérateur Laurent Dayan et ensemble ils mettent l'accent sur la qualité visuelle du film et ils ont les moyens nécessaires avec les 59 millions de francs, soit un peu moins que 9 millions d'euros à l'époque. Alain souhaite commencer par le plus compliqué, le dernier acte du film lors du match de foot au Parc des Princes avec le PSG. C'est un gros challenge avec des actions sportives, de la figuration mais aussi une logistique particulière liée au lieu même. La première difficulté est de taille, c'est la gestion de la figuration. Comment gérer une figuration de plus de 40 000 spectateurs ? Alain et l'équipe pensent bien évidemment utiliser des effets spéciaux numériques pour incruster les deux équipes du foot au centre du Parc des Princes filmé un soir de match. Mais au milieu des années 90, les effets numériques commencent à devenir convaincants, mais ils coûtent très cher. Et la séquence du film dure 20 minutes et le budget du film, même s'il est confortable, ne permet pas une telle option. Donc il faut rationaliser l'emploi de ces VFX et chercher d'autres astuces. Alain Chabat dessine alors plan par plan toute la séquence en définissant à l'avance la technique à employer. Boîte.
Le tournage de cette partie est alors scindé en deux. Tout d'abord, l'équipe filme un véritable match. Ce soir-là, 5 caméras sont placées avec précision afin d'enregistrer les nombreux plans de réaction de la foule. Ces plans seront dispatchés un peu partout lors du montage pour rajouter du réalisme, de la vie et faire croire que le parc est bondé. Et ensuite, les autres soirs, il faut tourner la totalité des plans avec les comédiens du film dans un parc des Princes vide. Pour cette partie, la production obtient 200 figurants qu'on déplace régulièrement pour remplir les arrière-plans des cadrages, notamment autour des cages de foot. Pour tous les autres types de plans, les joueurs de foot seront souvent cadrés avec des longues focales, et les arrière-plans de ces cadrages seront donc flous. Dans ces cas-là, l'équipe déco place des silhouettes en carton, grossièrement peintes, au milieu de quelques vrais figurants afin de remplir les tribunes. Ils ajoutent également des banderoles de supporters et par ailleurs, pour donner un peu plus de vie, ils placent des flashs photos automatiques qu'on déclenche à distance et des fumigènes rouges comme on en voit parfois dans les stades. Et ça marche. Enchaîne. J'y suis, vous pouvez frapper. Coach, 2 secondes, là-haut. C'est bon. Allez Fabrice, allez Mérandes, autour avec les autres. Tu vas, coach. Pour incarner les footballeurs du film, la production recrute 32 joueurs du centre de formation du PSG. Ils sont âgés d'une vingtaine d'années et la plupart n'ont jamais encore foulé la pelouse mythique du parc. Certains ont de nombreuses activités dans la journée, d'autres étudient à l'université ou passent même des examens. Le tournage de nuit, avec ses astreintes particulières, exige notamment l'organisation de repas spéciaux pour dynamiser ces jeunes que les assistants arrachent à leur sommeil pour les propulser directement sur le terrain. Par ailleurs, ce ne sont pas des acteurs, mais des footballeurs, qui doivent donc apprendre à faire semblant de tomber ou de tacler pour les besoins du film. Et durant ces nuits de travail, 2 caméras sont utilisées en permanence. Très bel arrêt, genre, hein. L'arrêt du cul, net, propre, sans bavure, non, un geste technique réalisé avec beaucoup de technique. Et comme si cela n'était pas assez sophistiqué, une autre donnée vient compliquer les choses, car on ne tourne pas si facilement au Parc des Princes. Dès qu'un match est annoncé, l'équipe doit évacuer les lieux, remballer, ranger tout le matériel et effacer toute trace de leur passage. La pelouse, bien sûr, doit rester dans un état impeccable, car la moindre détérioration risque de provoquer l'annulation d'une rencontre. Un responsable du stade s'assure donc en permanence que l'équipe ne foule pas le gazon. Pour pouvoir travailler correctement, on doit alors protéger le sol avec de grandes dalles en plastique alvéolées, extrêmement pesantes, d'où la nécessité d'embaucher du personnel supplémentaire. Ces dalles servent à poser du matériel lumière et des rails de travelling. Belle récupération là, de football peu académique, mais qui donne ses fruits, Robert. Le personnage de Didier doit jouer au foot et faire des acrobaties très drôles et particulières dues à ses origines canines. Des gestes qu'Alain Chabat ne pourra pas faire, d'autant plus qu'il ne sait pas jouer au foot. Alain est donc régulièrement doublé par le footballeur Thierry Blançon, et pour pouvoir courir plus rapidement à 4 pattes, se redresser d'un coup ou encore sauter pour attraper le ballon, Alain a un câble attaché au bas du dos et qui est tiré par 2 membres de l'équipe. Enfin, quelques plans tournés sur fond vert permettront quelques incrustations d'Alain Chabat dans quelques plans au milieu d'autres joueurs. Et ces plans sont confiés aux équipes de la société Dubois, qui se sont fait une jolie réputation grâce à leurs effets visuels sur Délicatessen, Noël chez les Meupettes, Les Visiteurs et La Cité des Enfants Perdus. Et Alain Chabat les connaît très bien pour avoir travaillé avec eux sur ses pubs Orangina. Mais comment tu t'es transformé? Genre morphing un truc comme ça, non? À l'exception d'un morphing assez coûteux et qui permet de métamorphoser rapidement le visage de Jean-Pierre Bacry en celui d'un chien, le temps d'un gag, Chabat souhaite que les effets du film soient invisibles. En d'autres termes, ils ne doivent pas faire du spectacle. Dubois va donc effacer le câble qui retient Alain Chabat, aider à remplir le stade et incruster un chien qui marque un but. Car oui, le chien Elliot est également de la partie. Des projecteurs, des fumées, des clameurs, des joueurs qui lui foncent dessus. Un chien moins équilibré aurait craqué. Mais Elliot, lui, s'est très vite accoutumé de ce contexte déroutant. L'équipe peut d'ailleurs facilement tourner avec lui 5 ou 6 prises. Le chien marqué de la tête, ça peut être accepté. Hein. S'il avait marqué de la patte, il avait dit. Bref, vous l'aurez compris, le tournage de ce climax au Parc des Princes est d'une grande complexité. Ce qui explique qu'il s'étale sur plus de 2 semaines.
L'assistant réalisateur Robert Keshichian avoue qu'il s'agit du plan de travail le plus dur qu'il ait jamais eu à mettre en place. Et malgré toutes ces contraintes, l'équipe respecte scrupuleusement le plan de travail et ne prend seulement qu'une journée de retard. Non, le moins bon souvenir, c'est vrai que c'est le premier jour parce que c'était le premier jour de tournage et qu'il y avait tout ce bordel de foot à régler et tout ça, et que je n'étais pas à l'aise dans le foot et que c'était mon premier film et que c'est mon premier jour et en même temps c'est moi qui l'avais voulu, j'avais demandé ça, je voulais vraiment qu'on commence par une espèce de... qu'on aille tous dans le mur le premier jour direct et qu'on commence pas par des ouvertures de portes mais qu'on commence vraiment par du lourd. Mais en même temps c'était pas super agréable à vivre. Et puis le meilleur souvenir c'est à partir du deuxième jour en gros. Puis le sentiment que tout le monde, de faire le même film et que tu vois que les gens sont heureux de le faire et tout ça, donc ça c'était agréable. Le film se déroule dans une ville imaginaire qui n'a pas de nom. Et dans la réalité, c'est une sorte de collage. Les séquences impliquant une boîte de nuit sont tournées à l'Opus Café, qui existe toujours au quai de Valmy dans le 10e arrondissement. Quelques séquences sont tournées à Maisons-Laffitte, dans les Yvelines, mais l'essentiel du tournage se fait ensuite sous le soleil de Montpellier. Alain Chabat explique ce choix par son amour immodéré pour L'homme qui aimait les femmes avec Charles Denner. Au premier beau jour de mars, les femmes surgissent par dizaines dans les rues, en robes légères et talons hauts. Elles sont des milliers tous les jours à marcher dans les rues. Qui sont toutes ces femmes? Où vont-elles? Que veulent-elles? Elles veulent l'amour. Tout le monde veut l'amour. D'ailleurs, comme dans ce film de François Truffaut, Chabat s'arrange pour remplir les arrière-plans de la ville de jolies figurantes. Faire un premier film en étant à la fois devant et derrière la caméra n'est pas vraiment évident. Mais heureusement, Alain a bien observé sur le plateau de Gazon Maudit la façon dont Josiane Balasco gérait cette double casquette elle aussi. La solution est d'utiliser un playback vidéo sur chaque prise et de ne jamais être en même temps l'acteur et le metteur en scène. C'est-à-dire que quand il est devant la caméra, il est Chabat l'acteur qui ne se préoccupe que de sa performance, et une fois la prise terminée, il devient Chabat le réalisateur qui analyse le résultat sur un écran vidéo. Après un petit temps d'adaptation, Alain Chabat réussit à bien dissocier ces deux fonctions. Un chien n'a pas de vêtements lorsqu'il dort. Et donc, lorsque Jean-Pierre découvre pour la première fois Didier, celui-ci est nu comme un verre. Oh, tes fringues. Elles sont où tes fringues? Et donc la situation est cocasse puisque le réalisateur doit être tout nu. Donc là, il y a eu un peu présentation de ma bite à l'équipe. Hein. Ah oui, t'es arrivé, t'avais dit ma bite, l'équipe. L'équipe, ma bite, bah oui, comme ça c'est fait. C'est toujours bizarre de diriger un film à poil, mais bon. Un pantalon, vous savez pas mettre un pantalon? Vous savez le mettre. C'est ça le pantalon. Vous mettez une jambe, vous parlez français? Vous mettez une jambe, une gambasse dedans. Voilà. Une et l'autre gambasse pareil dedans. Paf, voilà. Et l'un des principaux enjeux pour le comédien, c'est de rendre crédible la transformation d'un chien en homme. Et pour son jeu, Alain s'inspire directement du chien Elliot. Et d'ailleurs, il veut que le labrador soit en permanence avec lui sur le plateau, même quand il n'a pas de scène. Il passe du temps à l'observer, à regarder ses mimiques. Par exemple, quand le chien bâille, il s'ébroue, et Alain reproduit exactement les mêmes gestes. Je voulais pas faire un chien en permanence comme ça, parce que c'est pas jouable 1h40. En même temps, moi je trouve ça assez crédible, un chien qui se transforme en homme, pour moi ça donne un type qui se fait guider, enfin les chiens ils ont le museau qui guide et le reste suit quoi en gros, donc c'est la truffe qui se balade et qui sent ce qui se passe. Un type qui a une attention assez peu soutenue, ouais. Les chiens, bon, au bout d'un moment, ils vont dans tout au bout de 5-6 mots, de toute façon comme ils comprennent rien, ils vont voir ailleurs, donc ça me faisait marrer d'avoir un mec pas attentif comme ça, comme un môme de 1 an et demi ou 2 ans. Et puis des petits trucs qui me faisaient rire, de tourner sur place avant de s'asseoir, plof. Même pas s'asseoir, c'est vraiment ils tombent comme des masses quand ils s'assoient les chiens. Alain Chabat joue donc sur la limite entre le gars très naïf, voire un peu dérangé, et le chien, tandis que le râleur Jean-Pierre Bacri apporte son pragmatisme et son jeu réaliste. Et c'est ce contraste qui renforce l'humour du film. Jean-Pierre aide régulièrement Alain pour améliorer son jeu et certains dialogues. Il y a même parfois des improvisations, notamment les moments d'apprentissage de Didier par Jean-Pierre, où celui-ci montre comment utiliser une fourchette. Une autre séquence dans laquelle Jean-Pierre apprend à Didier à se servir des toilettes est très difficile à tourner. On a passé la journée dessus à prendre, mais je sais pas, il y a eu 30 ou 35 prises de fou rire.
idiot, quoi, vraiment. Donc ça, c'est un bon souvenir, et en même temps, à la fin de la journée, tu te dis, bon, attends, maintenant, il faut arrêter. Tu sais, quand t'as le rire nerveux, et t'essayes de... Et puis quand le metteur en scène est planté, je veux dire, il n'y en a pas un qui va... Tout le monde est planté. Donc j'étais censé être quand même le seul à tenir un peu ça sérieusement, et j'étais planté. Donc ça, c'était plutôt rigolo. Pipi, caca... Tu te mets devant, hein, tu relèves la lunette, hein, qu'on s'en fout pas partout. Tu sors ton petit berlingot, là, et tu pisses là, où il y a de l'eau. Hein? Caca, pareil, mais assis. Hein? Voilà, tu peux te relever maintenant. Les deux hommes s'entendent à merveille. Je suis fan, mais avec des raisons de l'être. C'est-à-dire, c'est un mec bien. Voilà, un mec bien. Il est bon, il a du talent, il a de l'aspiration, il est comique. Comme metteur en scène, il est parfait. C'est un type très bon. Alain Chabat est très préparé et il a des intentions très claires. Mais il est aussi très à l'écoute des suggestions de son équipe pour apporter des nouvelles idées et des solutions techniques. Il sait aussi s'adapter entre ce qui est écrit dans le scénario et ce qu'on peut inventer en direct. Il y a une séquence où Didier fait des fêtes à une chienne dans un parc. La chienne en question, une malinoise, s'appelle Bouteille. Le matin même, Alain Chabat a subitement une idée. Il se tourne vers le dresseur, Patrick Pitavino, et Robert Kéchichian, le premier assistant réalisateur, et il demande une culotte spécialement faite pour les chiennes en chaleur et de couleur rose pour être assortie à la laisse. Patrick et Robert réfléchissent. Dans une rue du quartier, apparemment, il y a un toiletteur pour chiens. Alors ils s'y rendent, mais en arrivant sur place, pas de chance, la boutique a fermé. Mais ils aperçoivent une boutique de lingerie féminine. Ils échangent un regard, puis ils entrent, l'air un peu embarrassé. La vendeuse s'approche, et à ce moment précis, Robert, trop gêné, fait demi-tour et laisse Patrick seul face à la vendeuse. Patrick inspire un grand coup, et il fait sa requête. La vendeuse est méfiante, elle le fixe, puis elle se dirige vers un rayon et revient avec le bas d'un maillot de bain rose. De retour sur le plateau, il passe l'article à la chienne, sous les regards interloqués des passants et des autres membres de l'équipe, et par un hasard incroyable, la malinoise est vraiment en chaleur ce jour-là. Alain Chabat, hilar, observe la scène. Mission accomplie. Didier, laisse Bouteille. Oh, mais enfin, en plus, elle est en chasse. Enfin, il est con, quoi, votre copain. Mais voilà, il est joueur. Il est surtout con. Vous l'avez compris, l'ambiance du plateau est très très bonne. C'est vrai qu'un tournage de film, c'est une mini-société. Tous les corps de métier sont à peu près représentés, des menuisiers aux électriciens, aux artistes, aux producteurs, aux blés, aux banquiers. Et on peut en faire ou un cauchemar, ou une espèce de petite société idéale. Et c'est vrai que quand on est le metteur en scène, c'est vrai qu'on peut mettre la fabrication du film sur telle piste ou telle piste. Et dans ce sens-là, c'est vrai qu'on peut fabriquer une petite société idéale avec du respect pour chacun. Dans la mesure où chacun a du respect pour l'autre et chacun fait son boulot le mieux possible. Alain Chabat, qui cachait un peu son stress en début de tournage, se sent de plus en plus à l'aise. Au début, il laissait les choix techniques au chef opérateur et au cadreur, mais vers la fin du tournage, il est capable de demander une focale donnée ou un effet précis. D'ailleurs, c'est lui qui cadre le point de vue subjectif du chien dans l'appartement de Jean-Pierre quand il casse la table pour attraper une friandise. Oh putain, merde! Tu fais chier, merde! Mais qu'il est con ce Klebs! Un soin particulier est accordé à la bande-son du film. Pour simuler l'impression de foule immense au Parc des Princes, de nombreux effets sonores et d'ambiance sont ajoutés. Toutefois, entendre le véritable son d'un stade en permanence sur 20 minutes de film agacerait le spectateur. L'équipe son aménage donc des variations et des temps de repos sonores pour le public du film. Une scène de repas au bord de la piscine doit être réenregistrée intégralement car sur le tournage, le vent et surtout les cigales faisaient trop de bruit. Les comédiens viennent donc faire de la post-synchronisation en studio. Mais le film d'Alain Chabat va bien au-delà de ces traitements relativement classiques. Si la plupart des films comiques reposent surtout sur les dialogues, Alain Chabat, lui, utilise tous les autres ressorts. La farce, la comédie de situation ou de répétition, le geste, le gag visuel ou burlesque, mais aussi le son. Il dort avec. Le jouet de Didier, qui fait un bruit rigolo, est un jouet qu'Alain Chabat avait acheté sur le SeaWorld d'Orlando et qui permet d'appeler les dauphins. Alain fait plein de bruits de bouche. Et parfois, les bruits du chien sont doublés par Chabat,
et inversement. Le foot, c'est collectif. Si tu veux jouer perso, faut faire du golf. Golf. Voilà. Cela participe beaucoup à l'humour du film, car Didier est un film qui se voit, qui se scrute et qui s'écoute. Il y a une foule de gags sonores référencés et d'autres sons qui ont une sonorité drôle. Il y a des trucs qui me font marrer, je sais pas pourquoi. Il y a des mots qui me font marrer, je sais pas pourquoi. 12, pour moi, me fait rire. C'est absurde, mais je trouve ce mot rigolo. La musique originale du film est bien sûr composée par l'ami Philippe Chani. C'est également lui qui signe la chanson du film Le Dog, dont la voix masculine est celle d'Alain Chabat, évidemment. Non, tu peux faire le hot dog, tu peux faire le bulldog, tu peux faire... Et pour la BO, le réalisateur contacte aussi un groupe français de raga qu'il aime bien et qui ont fait un titre avec NTM, les Ragasonics. Et ce groupe signe alors un titre assez solaire, La Ramène pas, qui sort en single, accompagné d'un clip avec les images du film et un caméo d'Alain Chabat. Didier sort au cinéma le 29 janvier 1997, le même jour que l'excellent Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson et le chef-d'œuvre d'animation japonaise Ghost in the Shell. Et pour la promotion de Didier, Alain souhaite volontairement que très peu d'images du film soient diffusées. Je trouve qu'on est gavé gavé d'infos. Moi, j'aime bien en spectateur ne pas savoir. J'aime bien savoir vaguement de quoi ça parle et si c'est une comédie ou un film d'horreur et éventuellement le code de départ. Et après, j'aime pas tout savoir sur le film. Je lis les trucs, j'adore après savoir comment c'est foutu, s'ils auront du mal à le tourner, tout ça. Donc je voulais garder un petit plaisir de spectateur au maximum. Plus de 2 900 000 spectateurs viennent découvrir Didier en salle. Il reçoit également des critiques plutôt positives et surtout, il permet à Alain Chabat d'être une nouvelle fois nommé comme meilleur acteur. Si c'est André Dussolier qui reçoit le prix pour son rôle dans On connaît la chanson, Chabat repart tout de même avec le César de la meilleure première œuvre. Le César est attribué à Didier de Alain Chabat. C'est Coluche qui avait dit qu'il fallait toujours remercier Claude Berry, donc je remercie Claude Berry qui en l'occurrence est le producteur du film. Je remercie Richard Peset et tout le staff à Murph. Je remercie toute l'équipe de le film, toute la Dream Team. Merci beaucoup les comédiennes, les comédiens. Je fais un coucou à mon papa qui est à l'hôpital que j'embrasse très fort. Où il est papa? Bonjour mon papa. À ma maman, à toute ma famille, enfin comme tout le monde quoi. Voilà. Et ça se voit pas parce que je remue la queue, on voit pas bien, mais je suis très content. Donc vraiment merci beaucoup, ça fait très plaisir. Merci. Un succès et une reconnaissance méritée mais qui pourtant ne lui font pas perdre la tête. Il reste d'ailleurs très critique envers son propre travail et il n'hésite pas à pointer des petites faiblesses dans le film, notamment la relation amoureuse qu'il estime perfectible. Je rebosserai beaucoup plus l'histoire d'amour, vachement mieux, quitte à la faire écrire par quelqu'un d'autre puisque je suis peut-être pas très doué là-dedans, pour que le couple Jean-Pierre et Maria fonctionne beaucoup mieux et de façon beaucoup plus forte. Et puis on n'est pas les plus tendres avec soi-même non plus. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être un peu lucide sur ce qui est bien dans les trucs que j'ai faits et des trucs ratés, quoi. Enfin, tu vois, je me dis ça c'est pas mal. Ça, bon, ouais, ça, j'ai un peu merdé, là, c'est sûr. Alain Chabat est grandement associé et regardant sur la manière dont le marketing autour du film se fait. Par exemple, les menus du DVD Didier sont des petits films d'animation cartoon avec le chien Didier. Le dossier de presse du film, lui, est truffé de petites blagues et également déchiré sur l'angle, comme s'il avait été mordu par Didier le chien. Et il poursuivra dans ce sens tout ce qu'il fera par la suite, que ce soit sur Astérix Mission Cléopâtre ou encore le Burger Quiz. Car Alain Chabat, on l'a vu, est un touche-à-tout brillant et dont l'univers est très cohérent. Il est cool, décontracté, on aimerait bien l'avoir comme pote. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a souvent l'impression qu'il fait les choses en dilettante, et il en joue parfois d'ailleurs, alors que c'est un vrai bosseur. Qu'est-ce que c'est ça, là? Je vais t'abandonner dans un parking, moi, hein. Le film est facilement trouvable, en DVD et en Blu-ray dans une belle restauration datant de 2022, mais également sur la plateforme SVOD Max et sur un large choix de plateformes VOD. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur YouTube. C'était Mick pour Retour à l'écran express. À ciao, bonsoir. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là.
C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.